Bonjour. Bonjour, avec Pascal Morel et Renaud Degas de Presse Info Plus. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à Paris, à l'Opéra Restaurant. Ce deuxième petit déjeuner débat des contrepoints de la santé intervient dans un contexte tout à fait particulier, comme le premier d'ailleurs, 3 jours avant les élections. Là, on arrive 3 jours après les élections et donc avec un nouveau président de la République. Quinquennat qui manifestement ouvre une ère nouvelle par rapport à tous les défis que connaît le système de soins. Comment tout ceci seront relevés, comment les choses vont se mettre en place. Alors merci donc à Thierry Baudet, président de la Mutualité française, Didier Tabuteau, responsable de la chaire santé de Sciences Po, d'avoir accepté notre invitation, j'allais dire au débeauté, 3 jours après l'élection. Nous avons choisi un terme ambitieux et tout à fait capital, qui peut paraître complexe, mais qui est très simple. C'est nouveau quinquennat, nouvelle politique de santé. Comment passer d'un financement de la santé inefficient, en tout cas pas assez efficient, et coûteux, complexe et inégalitaire, à un système vertueux pour une meilleure santé des Français. Comment le système de financement peut participer à une nouvelle organisation, bien évidemment. Merci aussi à nos partenaires, le groupe Point Vision avec François Pellen et puis le groupe Pasteur Mutualité. Alors, avant de commencer, Pascal, avant de commencer, il y a quand même, on ne peut pas y échapper, une question, Pascal, qui nous taraude. C'est laquelle? Oui. Nous sommes, comme Philippe l'a dit, effectivement dans une nouvelle période. Le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, nous propose à la France un nouveau cadre politique. Première question, quelles impressions tout cela vous donne-t-il? Quelles perspectives, espoir ou crainte également pour l'avenir? C'est la première question. Et puis peut-être de nous dire, pour vous, les 100 jours, ce serait quoi? En 2 mots, bien sûr. En 2 mots, évidemment. Alors Thierry Baudet. Pour nous mettre en piste. Moi, ce qui me frappe naturellement, quelques jours après le 2e tour de l'élection présidentielle, c'est le score de la candidate du Front National. Et je fais partie de celles et ceux qui pensent que nos concitoyens qui ont mis le bulletin de vote de Marine Le Pen dans l'urne, finalement, ils veulent plus de République. Ce sont des gens qui se sentent abandonnés, laissés pour compte, oubliés. Et depuis plusieurs années, on a beaucoup d'études maintenant qui montrent finalement quels sont les ressorts de ce vote. Parmi les ressorts, on sait naturellement que le taux de chômage est un élément important. L'éloignement des services publics est un élément important. Il y a une espèce de corrélation entre la distance, par exemple, à la gare SNCF et le vote Front National. Et parmi les différents facteurs, on sait aussi que la présence à proximité du médecin traitant, ou plus exactement l'absence du médecin traitant, est parmi d'autres un des facteurs de ce vote. Donc moi, je considère que pour le président de la République nouvellement élu, il va falloir naturellement qu'avec son gouvernement, il apporte des réponses à toutes ces populations qui se sentent aujourd'hui oubliées, abandonnées. Et la question de l'accès aux soins et l'accès à la santé est un sujet majeur. S'il fallait le définir, vous le définiriez, Thierry Baudet, comme un libéral, un social, un centralisateur, un décentralisateur, en quelques mots, quelques flashs? Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a une vision libérale de la société. J'ai une interrogation sur les questions de santé parce que moi, j'avais observé un certain nombre de similitudes entre ses propositions, son positionnement et celui de François Fillon, mais parfois, j'ai un peu le sentiment que l'un et l'autre sont très libéraux, mais dès lors qu'il est question de protection sociale ou de questions de santé, c'est le retour de l'étatisme plus. Donc, on verra. Libéral en termes d'économie ou pas, là? Libéral au plan sociétal. Je crois que c'est au plan économique, il me semble qu'il souhaite, si j'ai bien compris, encourager l'initiative, valoriser les initiatives, libérer les énergies. Je souhaite que ça ne s'arrête pas
aux frontières de la santé, et qu'en santé également, il fasse demain le pari des acteurs, parce que il me semble que notre système de santé fonctionne beaucoup sur la défiance envers les acteurs, et on ne construira pas le système de santé de demain, celui dont ont besoin nos concitoyens, si on ne mobilise pas l'ensemble des acteurs. Les premières observations de l'observateur Didier Tabuteau. Je vais tout d'abord préciser que je m'exprime évidemment à titre strictement personnel ou universitaire. Moi, je crois qu'on est à un moment, pour des raisons que l'on sait dramatiques depuis 2 ou 3 ans, dans un moment où les équilibres entre les libertés et les sécurités sont difficiles à définir, à redéfinir, et que donc il y a, je crois, sur un plan très fondamental, un nouveau modèle, une nouvelle construction à faire. Elle n'est pas évidente parce que les libertés publiques sont confrontées à des difficultés, les sécurités sociales, économiques le sont également, et ce nouvel équilibre entre les libertés et les sécurités, à mon avis, c'est le grand enjeu du quinquennat à venir, peut-être même d'ailleurs des quinquennats à venir, dans une société qui a été bouleversée par beaucoup d'événements. Alors, si je me concentre sur le champ social, je crois qu'effectivement, il y a une espèce de confiance à redonner dans un système social qui est un élément fondamental des protections, qui n'est pas le seul élément. Protection, la sécurité publique est évidemment essentielle également. Et je crois que ce dont on a besoin dans le maelstrom dans lequel on est, c'est vraiment une clarification des principes qui l'organisent. Je crois vraiment qu'on a construit des systèmes depuis les années 45 qui se sont sédimentés par couches successives, avec presque toujours de très bonnes intentions, mais qu'il y a un moment où le public, j'ai même envie de dire les experts et les meilleurs connaisseurs, ils perdent leur latin lorsqu'ils examinent le système. Et je pense que ça, si on se concentre sur les sécurités ou les protections sociales, c'est un vrai problème, puisque chacun a un petit peu de mal à voir dans quel sens va le système. Et je crois que cette clarification, c'est le but de ce contrepoint. C'est le but de ce contrepoint, Pascal, c'est de clarifier, savoir quelle vision vous avez sur le prochain quinquennat. On vous a pas présenté, mais tout le monde vous connaît. Thierry Baudet, vous êtes donc le président de la Mutualité française depuis presque 1 an. Vous avez été élu en juin dernier. Alors vous avez débuté comme un instituteur en Normandie, dans l'Orne, où vous vous êtes engagé rapidement au service de l'éducation populaire, puis à la MGN comme militant, où alors vous avez gravi tous les échelons, comme on dit, pour arriver président en 2009. Et vous êtes aussi très, très investi dans la campagne électorale actuelle, en organisant une réunion qui a été remarquée à la Bourse, avec presque tous les candidats, et aussi un site internet très fourni. Didier Tabuteau, vous êtes responsable de la chaire santé à Sciences Po. Alors, vous n'êtes pas enseignant, vous êtes en partie enseignant, mais vous êtes énarque et polytechnicien. Vous avez participé à plusieurs cabinets de ministres, Martine Aubry, Bernard Kouchner. Vous avez été directeur adjoint. Vous avez écrit ou coécrit de nombreuses lois. Vous avez participé à de nombreuses lois, de nombreux livres. Le dernier sur les pathologies chroniques, un énorme livre passionnant. Et donc, on peut dire que vous êtes l'un des meilleurs spécialistes du système de soins, j'allais dire presque peut-être le meilleur. Et puis alors, pendant la campagne électorale, vous avez écrit avec Martin Hirsch un article dans le journal Le Monde, « Créons une assurance maladie universelle qui réunirait AMO et MC ». Tout est dit. Vous l'avez expliqué comment en 1 page, mais on comprend tout à fait votre projet. En fait, la question posée, c'est comment l'organisation du financement du système peut favoriser plus d'efficacité, d'efficience, de solidarité, de clarté, de transparence, ça fait beaucoup. Le nouveau président de la République élu a déclaré vouloir y mettre bon ordre. Il souhaite une clarification, si on le croit. Et il a une vue assez sympathique vis-à-vis de la mutualité, parce qu'il a déclaré au journal Viva, nous pouvons relever les défis en matière de santé qu'en collaboration avec le secteur mutualiste, les complémentaires santé constituent un maillon historique de notre système. Nous ferons évoluer leur mission, c'est là où ça se gâte peut-être un petit peu, afin de renforcer la couverture de tous les Français, et en particulier celle des publics les plus fragiles, à savoir les étudiants, les chômeurs, les retraités. Le décor est donc désormais planté, plus de transparence, plus de concurrence, des contrats types. Alors messieurs, quelle est votre vision du meilleur financement du système de soins? Qu'est-ce qui est souhaitable et surtout réalisable? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'y comprend plus grand-chose entre l'ANI,
et la complémentaire santé obligatoire en entreprise, avec les contrats responsables qui modèrent les dépassements d'honoraires, on va dire, avec les troisième étages des complémentaires santé. Donc on est rentré dans une complexification du système, comme le disait Didier Tabuteau, qui n'est pas forcément très bonne ni pour l'organisation, ni pour les différents acteurs. On s'y perd. On va essayer, Pascal, de clarifier tout ça. Philippe, sais-tu ce que disait Lacan? Ce qui est simple est faux. Et ce qui est faux est simple. Voilà. Thierry Baudet, effectivement, la mutualité notamment a vécu dans toute cette période depuis, vous parliez de quelques mois, quelques années, même si vous avez tenté de bouger et de vous expliquer, de peut-être même vous justifier, la mutualité a vécu des périodes difficiles où elle a souvent été attaquée. En tout cas, les observateurs, et j'en profite pour saluer nos confrères journalistes dans la salle, les observateurs que nous sommes l'ont remarqué. Vous avez souvent été en position d'être attaqué. Comment avez-vous vécu cette période? Et surtout, donc maintenant, comment, on va vous donner la parole, n'ayez pas peur, mais comment va s'organiser le système? Est-ce qu'il va y avoir un rapprochement? Est-ce qu'il va y avoir une spécialisation des complémentaires santé? Vous parlez au titre de la mutualité, mais aussi des complémentaires santé. Quelle est votre vision pour qu'on y voit un peu plus clair, que ce soit un peu plus cohérent, un peu plus efficient et moins coûteux? Oui, donc j'avais naturellement, comme beaucoup d'autres, lu attentivement la tribune de Didier Tabuteau et de Martin Hirsch. J'étais assez fortement en désaccord avec la proposition qui était formulée. J'ai envie de dire pour une raison simple, ça peut paraître paradoxal, mais c'est pour une raison simple. Moi, je suis attaché à la sécurité sociale, à l'assurance maladie obligatoire. Et je pense que la proposition n'était pas réaliste pour deux ou trois raisons. La première, c'est que l'assurance maladie obligatoire demeure l'homme malade de la Sécu, 4 milliards d'euros de déficit. Je crois qu'on est même d'ailleurs plus proche aujourd'hui des 5 milliards. 4 milliards d'euros, 136 milliards d'euros de dette sociale accumulée, et il me semble que la première entorse à la solidarité nationale, c'est cette dette sociale qu'on renvoie sur les générations futures. Et je ne vois pas comment on pouvait comme ça imaginer que la Sécu puisse, dans le contexte actuel, en plus absorber les 42 milliards d'euros qui sont à la charge, j'allais dire, des ménages à travers leurs complémentaires et leur reste à charge. Pour moi, c'était prendre le risque, j'allais dire, de fragiliser grandement, et pour ne pas dire définitivement, l'édifice auquel nos concitoyens, fort justement, sont attachés. Mais il me semble qu'avec l'élection présidentielle, le débat a été un peu tranché. Jean-Luc Mélenchon portait cette idée je crois qu'il appelait ça une sécurité sociale intégrale. Le nouveau président de la République ne remet pas en cause l'organisation actuelle et invite, si j'ai bien compris, les acteurs à se mettre autour de la table pour répondre aux enjeux de demain. Donc moi, je considère de ce point de vue-là, pour les complémentaires, que c'est une bonne nouvelle. Et ce n'est pas pour autant le statu quo. C'est pas pour autant le statu quo. Vous avez dit tout à l'heure, il veut changer le rôle des complémentaires. C'est peut-être là où ça devient difficile pour vous. C'est là, moi j'ai envie de dire, où ça devient pertinent et potentiellement très intéressant pour notre système. Parce qu'aujourd'hui, en termes de financement, nous avons une part qui est devenue importante. Alors Didier Tabuteau connaît ça beaucoup mieux que moi, mais globalement la Sécu 77%, les complémentaires globalement 14%. Ça doit représenter, on doit rembourser aujourd'hui 26 milliards d'euros de frais de soins. C'était 15 milliards d'euros de frais de soins en 2001. Donc vous voyez l'augmentation en euros importante, même si en pourcentage c'est stable. Mais si nous avons un rôle important en matière de financement,
finalement, nous sommes globalement, c'est la fameuse formule, mais nous sommes globalement relégués au rôle de payeurs aveugles. Mais tout le monde fait un peu tout, c'est ça qu'on... Et donc nous souhaiterions avoir un rôle plus important. Tout le monde fait un peu tout, c'est-à-dire c'est-à-dire que deux opérateurs, deux payeurs remboursent une partie de la même chose. C'est les fameux frais de gestion. Est-ce qu'il n'y aurait pas, dans la réorganisation, confier certaines missions à certains, d'autres missions à d'autres, et mettre un peu d'ordre dans le système? Alors, un mot sur les frais de gestion. Quand dans les frais de gestion, dans les frais de gestion des complémentaires, on y met nos actions de prévention, on y met l'action sociale, on y met tous nos coûts de développement de plateformes qui font par exemple qu'un de nos adhérents, quand il va chez un opticien, globalement, sa facture, elle est diminuée de 30% s'il passe dans un réseau d'opticiens agréés. Je pense que des frais de gestion comme ça, nos adhérents, ils en redemandent. Le tiers payant généralisé sur lequel on nous a obligés à travailler, ça participe de nos frais de gestion. Moi, quand on me parle de la gestion, j'ai envie de commencer par dire que nos organismes, ils sont bien gérés. Ils sont gérés à l'équilibre et nos adhérents, ils savent qu'avec des organismes gérés à l'équilibre, on sera capable de tenir nos engagements dans la durée. Encore une fois, globalement, tous, on a... Bien sûr qu'il y a une grande réorganisation, mais j'ai envie de dire, nous, on n'a pas de dette sociale. Donc, qu'on arrête avec ces histoires de frais de gestion. La Sécu, elle est en situation de monopole. C'est pas elle qui perçoit, j'allais dire, les cotisations, sont les URSSAF. Le coût de la dette sociale, les intérêts de la dette. 25 milliards en 20 ans. C'est pas la Sécu, c'est pas mis sur les frais de gestion de la Sécu. Parlons de l'hôpital. L'hôpital, les complémentaires, nous, on est obligé de rembourser des factures hospitalisation par hospitalisation. Donc on a probablement un travail à faire sur ces coûts de gestion, mais ça me paraît, si vous voulez, mettre l'accent sur un sujet qui n'est pas majeur. Pour moi, réponse à l'accusation ou à la défense. Alors Didier Tabuteau, est-ce que les propos du président de la République n'ont pas quand même réglé le problème quelque part? Y a-t-il encore débat? Alors, je crois que pour commencer, il faut quand même rappeler que le sujet de la politique de santé, puisque c'est ça la question posée, c'est bien d'autre chose que le financement. On est bien d'accord que l'organisation, la rationalisation des soins, la structuration des parcours, la capacité de développer une prévention organisée, ce sont les défis du système de santé. Il y a des ce matin à voir tout ça. Non mais je le précise parce que dans cet élément, on a un système de santé qui évolue, qui pose des problèmes de financement, même si se sont quand même relativement stabilisés. Je vais revenir sur la dette sociale parce que ça mérite quand même une petite réflexion. Mais on est dans un schéma dans lequel le financement, c'est un élément pour permettre le développement du système de santé, sa réorganisation, sa restructuration. C'est ça n'a pas d'autre objet. Mais c'est beaucoup. Donc ça, c'est beaucoup. Et c'est pour ça qu'on y a consacré quelques temps de travail depuis une dizaine d'années, parce que c'est des projets qui se maturent doucement. Mais il faut quand même le préciser, parce que souvent on a le retour d'arguments qui est « mais ça résout pas tout ». Ça résout pas tout, et c'est le moins qu'on puisse dire. Deuxième remarque, je crois que on a autour de ce double niveau, assurance maladie obligatoire, assurance complémentaire. Moi, c'est plus facile que je ne suis pas comme le président Baudet en gestion ou en fonction. Si on regarde un petit peu l'évolution, on est dans un schéma dans lequel, initialement, l'idée était qu'à terme, on puisse avoir un système unique de financement. Et d'ailleurs, je rappelle que les ordonnances de 45 permettaient à la Sécurité sociale d'assurer la complémentaire santé, si j'ose dire. On n'appelait pas ça encore complémentaire santé, mais c'était un article des ordonnances de 45. Ça, c'est le texte de l'ordonnance. En 45, on assurait un complément de salaire. Les questions de santé, c'est venu beaucoup plus tard. On mythifie une sécurité sociale qui n'a jamais véritablement existé. Laissons poursuivre Didier Tabuteau. Donc en 1945, quand même, il y avait des remboursements de soins. C'est vrai que la part des indemnités journalières était très supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Ça, c'est une évidence, parce que le système de santé s'est développé. Le nombre de médecins a été multiplié par 7 depuis 1945, donc j'ai pas de doute. Mais c'était quand même une bonne part de la dépense d'assurance maladie. C'était même la part majoritaire, la dépense des soins. Et donc, il fallait... Et quand on lit les ordonnances de 1945, il y avait cet article qui permettait à la Sécurité sociale de jouer le rôle de complémentaire. Ça a été supprimé par un texte de 1947, dont le titre publié au journal officiel, c'est portant réorganisation de la sécurité sociale dans l'intérêt de la mutualité française.
Donc voilà, il y a eu un Yalta qui a été fait entre 1945 et 1947 pour conduire à une espèce de système à 2 étages. Alors, ce système à 2 étages, il faut le regarder très objectivement. Moi, je n'ai jamais dit, on n'a jamais écrit qu'il y avait des dépenses anormales dans les frais de gestion. On dit simplement que si ça peut être fait autrement sans que ces frais de gestion soient exposés, c'est un vrai intérêt. Quand on met une pression extrêmement forte sur les équipes hospitalières, sur les professionnels de santé de ville pour avoir une économie de 50 millions, 100 millions, 150 millions, tous les ans, tous les gouvernements le font pour tenir des objectifs de dépenses. Eh bien, on peut raisonnablement s'interroger et au moins lancer le débat public. Ensuite, effectivement, c'est un choix politique, mais on a le droit de lancer le débat public pour savoir si les 7 milliards de frais de gestion des complémentaires, quelle que soit leur légitimité, ne pourrait pas être utilisé à permettre d'avoir une activité hospitalière ou une activité de médecine de ville qui nouveau soit quinquennat, voilà, nouveau quinquennat, prise de position du président de la République. Comment vous voyez une clarification et une meilleure efficience en quelque sorte? Alors moi je suis très sensible à l'idée que l'évolution, le rôle de chacun peut évoluer, qu'on n'est pas gravé dans le marbre, qu'on n'est pas obligé de tenir sans bouger depuis des décennies. Et donc l'idée qu'on puisse avoir une redéfinition du rôle de la mutualité et de l'assurance maladie obligatoire de la sécurité sociale est assez logique. Il n'est évidemment, me semble-t-il, en tout cas ça, je mettais dans l'esprit de Martin Hirsch ou dans le mien, de remettre en question l'œuvre sociale de la mutualité, les institutions sanitaires, médico-sociales, qui sont des institutions absolument fondamentales, qui sont inscrites dans notre histoire et qui aujourd'hui, en termes de performance ou d'intérêt pour la santé publique, pour l'accueil des populations et pour la qualité des soins, sont reconnues. Alors qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui alors? La seule question, c'est est-ce que l'activité assurantielle complémentaire, je dis bien assurantielle complémentaire, est strictement indispensable ou est-ce qu'on ne peut pas aller vers un système dans lequel il y a un seul financeur, ce qui évidemment résoudra des problèmes puisque, comme vous l'avez dit, la sécurité sociale ou l'assurance maladie est en situation de monopole et donc ça lui simplifie, elle n'est pas obligée de faire des réserves, elle n'est pas obligée d'avoir un double... Mais ça pourrait être type MGEN en fait, ça pourrait être... un assureur complémentaire qui prend la part de l'assurance maladie obligatoire. Ça, c'est le choix politique. Moi, la logique me semble être que ce soit l'assurance maladie qui rembourse tout, puisqu'elle rembourse déjà l'essentiel des choses. Mais on peut tout à fait avoir un débat sur d'autres sujets. J'ajoute, à propos de la dette, si vous me permettez un mot, que si la sécurité sociale avait augmenté ses cotisations dans la même proportion que les complémentaires ont augmenté leurs primes, je pense qu'on n'aurait pas de problème financier. Ce que vous voulez dire quand même, c'est que la réflexion que vous avez, c'est pas une réflexion qui se résume à un article que vous avez écrit dans Le Monde, chez nos confrères du Monde, il y a quelques semaines. C'est une réflexion, une vraie étude que vous menez depuis longtemps. On essaie de travailler. Alors, si j'élargis un petit peu par rapport au champ de recherche, c'est l'idée de dire comment la protection sociale doit se organiser, comment elle peut essayer de se clarifier pour que chacun la comprenne. Et, enfin, je veux dire, parce que c'est vraiment un sujet qui est technique, et je regrette qu'il soit technique parce qu'il est au cœur de la vie quotidienne des personnes. L'idée, c'est de dire qu'il y a 3 fonctions fondamentales dans la sécurité sociale. La première fonction, c'est la redistribution verticale. Il faut reverser des revenus vers les populations qui sont dans la situation la plus difficile. Ça va de l'aide sociale, c'est les allocations familiales, c'est l'allocation adulte handicapé. Il y a toute une série de fonctions de la protection sociale qui sont des fonctions de redistribution verticale qui sont fondamentales et qui d'ailleurs, si on regarde économiquement, sont très très minoritaires dans l'ensemble du champ. Il y a une deuxième fonction qui est une fonction de garantie de revenus de remplacement. Quand je suis malade, eh bien, je suis content de pouvoir toucher des indemnités journalières pendant mon arrêt maladie. Quand je suis retraité, je suis content de pouvoir toucher une pension de retraite. Et quand je suis au chômage, une pension de... Ces revenus de remplacement, c'est une organisation de la collectivité pour les garantir, pour permettre des solidarités, parce que je rappelle, dans ces revenus de remplacement, en tout cas pour certains d'entre eux, il y a également de la solidarité en marge. C'est un pôle ensemble. Et puis, il y a un pôle qui semble naturellement, qui est devenu universel en France, qui est la santé. Comme l'école. Pour moi, la santé et l'école, c'est les 2 piliers de la protection sociale générale, comme d'ailleurs on l'entend au niveau international, parce que je rappelle que nous, quand on parle protection sociale, quand on fait des grands discours sur les 2 ou les 3 modèles selon les auteurs, on oublie toujours de mettre l'école dedans. Quand l'ONU, à travers l'OIT et l'OMS, confie une mission à Michel Bachelet sur un socle universel de protection sociale dans le monde, on inclut l'école dans ce socle. Eh bien, en France, traditionnellement ou historiquement, le pôle universel, c'était l'école. Jules Ferry, et c'est devenu, ce n'était pas à l'origine, c'est devenu la santé, d'où la logique d'aller vers une assurance. Didier Tabuteau, le président de la République a réglé le problème. Votre projet de fusionner AMO
AMC, assurance maladie obligatoire, assurance maladie complémentaire, ça ne se fera pas dans les 5 ans à venir. Donc vous devez vous adapter, je dirais. Donc comment vous voyez la réorganisation? Puis après, par rapport à ce qu'a dit Didier Tabuteau, Thierry Baudet nous répondra sur plus de transparence, reste à charge à zéro, etc. Alors, comment surtout la mutualité se remet en cause, puisque vous avez dit que vous étiez prêt à vous remettre en cause. Absolument. Alors, c'est pas le débat qu'on essaie d'ouvrir, c'est pas un débat quinquennat, c'est un débat évolution, transformation, restructuration de la protection sociale dans son ensemble. Oui, vous devez tenir compte de l'élection d'un président de la République. Bien sûr, mais en plus c'est la décision. Nous, l'idée c'est d'ouvrir le débat, qu'on puisse discuter de ces questions, qu'on puisse savoir si ces 7 milliards de frais de gestion, on les assume parce que c'est un choix ou on les assume pas. Bon, voilà. Didier Tabuteau, et Thierry Baudet nous dira s'il est d'accord sur ce chiffrage. Ah non, mais c'est technique, Pascal. Pour ouvrir le débat, c'est pour qu'il y ait du contradictoire. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, cette construction, elle s'inscrit dans la durée. Alors, il y a une première mesure sur laquelle je souhaiterais qu'on discute et qu'on travaille, c'est de dire, puisque on est aujourd'hui... Alors, elle ne résout pas tous les problèmes, elle ne va pas au bout du modèle. Mais puisque on est dans une situation où on dit, après tout, les complémentaires, le grand avantage, c'est de pouvoir choisir. Alors le choix du type de contrat, de l'organisme auprès le contracte, société d'assurance, institution de prévoyance pour l'essentiel en entreprise ou mutuelle. Bah, je dis, dans ce cas-là, laissons à chacun le choix de choisir la sécurité sociale comme complémentaire. Si en tant que citoyen assuré, quand j'ai le choix, parce que quand je suis salarié, je n'ai plus le choix puisqu'il y a l'accord national interprofessionnel qui rend les choses obligatoires, mais quand j'ai le choix, il y a encore beaucoup de gens qui ont le choix, hein, les étudiants, les fonctionnaires, les retraités. Et c'est possible au niveau des règlements européens ? Posons la question. Je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas si on travaille et si on organise le système de sorte qu'il soit acceptable. Et dans ce cas-là, que chacun puisse choisir. Je rappelle que pour les personnes qui bénéficient de la CMU complémentaire depuis le 1er janvier 2000, cette possibilité leur a été ouverte et elle a été admise. Alors l'extension, c'est un autre sujet, je ne veux pas le nier, mais je dis qu'au moins on ait cette question. Puisque l'argument de la liberté de choix est l'argument fondamental pour maintenir des complémentaires, qu'on laisse la liberté de choix à tous ceux qui le souhaitent. Et un sondage avait été fait sur cette question il y a 1 an et demi. Il y avait 60% des gens qui étaient intéressés. Alors Thierry Baudet, votre réponse, et puis passons à un cran supérieur. Comment revoir les missions? Comment arriver à, comme le propose le président de la République, avoir un reste à charge à zéro pour l'optique, l'audition, l'audioprothèse, et puis pour d'autres choses aussi, sans augmenter les primes des mutuelles, par une meilleure concurrence, une meilleure transparence. Et les prothèses dentaires, ce n'est pas rien. Et les prothèses dentaires, oui, bien sûr. Oui, enfin, ce n'est pas une réponse, ce sont des réflexions. Didier Tabuteau parlait d'efficience. Bon, d'abord, je pense qu'on partage quand même tous l'idée qu'il faut un peu relativiser. On a un système qui soigne tout le monde. C'est quand même pas si mal, y compris dans le système aujourd'hui tel qu'il est organisé en France, qui est un peu une spécificité française, hein, avec ces 2 acteurs. Ça produit des résultats positifs, puisque je crois qu'on est le pays de l'OCDE, ou un des pays de l'OCDE, où le reste à payer par les Français, après le remboursement de la Sécu et de la complémentaire, est le plus faible. Donc j'ai envie de dire que ça, c'est le premier point. Mais qui reste également assez déficitaire. Pas les complémentaires, encore une fois. Hein. Par fonction, oui. Après, je viens sur les sujets d'efficience. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que le système d'aujourd'hui, il montre ses limites. Il montre ses limites, et on est dans une situation où aujourd'hui, on a l'État qui se mêle de tout, ou qui parle de tout, je ne sais pas comment il faut dire, et pas toujours très bien. Moi, je vais prendre quelques exemples assez simples. On a aujourd'hui, en médecine de ville, pardon, je ne suis pas sûr d'avoir les bons mots, on a l'État qui a un instrument privilégié, qui est l'assurance maladie obligatoire, qui négocie avec les professionnels de santé, profession de santé par profession de santé, sans vision globale, sans vision d'ensemble. Les complémentaires, elles n'y sont strictement pour rien, puisque elles n'étaient pas conviées depuis très longtemps, ou simplement au bout de la table. Alors, ça produit des choses tout à fait extraordinaires. Rappelons-nous, il y a quelques semaines ou quelques mois maintenant, l'épisode de grippe. Dans un grand pays comme le nôtre, il y a quand même en plein hiver rien de plus prévisible qu'un épisode de grippe, et on trouve le moyen de transformer ça en véritable crise sanitaire. C'est-à-dire qu'on fait le procès des urgences. En réalité, c'est parce qu'on ne peut plus
pu trouver de médecin de ville après 21 heures. C'est parce que quand on va acheter son vaccin chez le pharmacien, on n'est pas vacciné. C'est parce que dans l'EHPAD, les infirmières ou les infirmiers ne vaccinent pas, etc., etc. Ça veut dire que ça, c'est le premier exemple. Je vais prendre un deuxième exemple. Prenez pas trop d'exemples parce qu'on a l'impression que vous ne répondez pas à nos questions sur le reste à charge à zéro. Non, mais je reviens sur ce que disait Didier Tabuteau. J'en prends un second sur notre système n'est pas si terrible que ça, c'est vrai. Dentaire, le financement du dentaire, aujourd'hui avec des soins conservateurs pas du tout bien remboursés, ça n'incite pas à conserver les dents. Et en gros, ce que je veux dire, c'est que le système d'aujourd'hui, il relègue aux marges, encore une fois, comme payeur aveugle et complémentaire. La Sécu, l'État et la Sécu se mêlent de tout, ça montre un certain nombre de limites, et ce que nous dit Didier Tabuteau, c'est renforçons encore plus le rôle de l'État et de la Sécu, plus d'État, plus de Sécu, et ça améliorera le système. Non, précisément, l'État et la Sécu seuls ne sont pas parvenus à faire face à l'ensemble des défis. Donc moi je pense, si vous voulez, que le monopole n'est pas souhaitable, et je pense qu'il faut mettre de l'émulation dans le dispositif, et je pense vraiment que les complémentaires peuvent jouer un rôle tout à fait Thierry positif. Baudet, comment vous avez vécu cette période, cette dernière période, je le disais en introduction, où vous avez été très accusé, notamment évidemment par les médecins et les syndicats médicaux. Comment vous l'avez vécu ? On nous reproche une situation dans laquelle on nous a installés. On nous reproche d'une certaine manière quelques frais de publicité pour aller chercher des adhérents. On nous a plongés dans un environnement de marché et on ne voudrait pas qu'on utilise les outils du marché. C'est stupide. On nous propose de voir nos cotisations augmenter. Je rappelle qu'au cours des 10 années écoulées, on a notre taxation qui est passée de 2,5 à 13,27%. Ça veut dire concrètement, quand on perçoit des cotisations de nos adhérents, le premier mois et demi, ça sert à payer des taxes. C'est simplement à partir de mi-février qu'on commence à rembourser des prestations ou des services. Depuis 20 ans, ça s'est calmé ces dernières années. On a eu, j'allais dire, la Sécu pour régler ces questions. Elle a fait soit plus de déficit, soit plus de transferts vers les complémentaires, soit plus de liberté tarifaire. Et donc, d'une certaine manière, on reproche à certains moments aux complémentaires d'occuper l'espace que 20 ans de politique publique de droite comme de gauche nous ont donné. C'est complètement... ça me paraît surréaliste. Il faut clarifier, vous avez raison, il faut clarifier. Alors, pour clarifier, est-ce que, sur le reste à charge, parce qu'on est passé un peu... Je voudrais juste dire que là, je suis d'accord avec ce que vient de dire Thierry Baudet. Bon, c'est déjà bien. C'est très clair que c'est un désengagement progressif, par étapes, pas toujours régulier, de l'assurance maladie et des pouvoirs publics sur le champ de l'assurance maladie obligatoire qui conduit à cet élément. C'est ce que j'ai appelé la politique du salami. On découpe l'assurance maladie en tranches fines parce que c'est plus facile à ingérer. Mais on est dans un schéma dans lequel, effectivement, il y a une évolution depuis, disons, les années 70 qui va dans ce sens. Est-ce que parce qu'il y a une évolution depuis les années 70, il faut la poursuivre ? Alors, Didier Tabuteau, est-ce que ce que propose le président de la République pour une meilleure prise en charge des trois qu'on a vus là, pour un reste à charge zéro, est-ce que des contrats types, transparence et concurrence sans augmentation des primes, est-ce que c'est possible ? Ça, il faut demander à mon voisin. Moi, je suis dans une situation où ça vous paraît une bonne solution ? J'observe ce qui se passe. Je ne sais pas me prononcer, très honnêtement, sur les éléments sur le travail. Je ne sais pas me prononcer tant que je n'ai pas un projet écrit, tant que je ne vois pas comment ça va s'organiser. Je ne dis pas que c'est impossible dans l'absolu, parce que tout peut s'organiser. Si vous mettez des tarifs réglementés, etc., tout est envisageable. Donc, c'est tout à fait possible. Mais en revanche, je ne me prononce pas sur le projet, sur sa viabilité, tant que je n'ai pas vu le projet. On est sur un principe, sur un objectif. On n'est pas sur un projet. Thierry Baudet. Alors, premier élément déjà, je forme un vœu, c'est que le prochain gouvernement utilise une méthode de concertation qui associe l'ensemble des acteurs. Le président de la République a été démocratiquement élu, il a donné un certain nombre d'objectifs. Maintenant, comment les acteurs s'organise-t-il pour tendre, j'allais dire, vers l'objectif? Mais vous êtes prêt à jouer le jeu. Bien sûr. Et ce serait un grand changement par rapport à la période qu'on a connue, où il y a en permanence des textes qui sont élaborés en chambre, sans concertation, avec les acteurs, et des textes qui sont complètement, j'allais dire, déconnectés assez souvent de la réalité et de la manière dont il faudrait procéder. Premier point. Deuxième point, je vais commencer. Je crois
crois que c'est 4 milliards 400 millions d'euros qui doivent rester, de ce dont on parle, pour tendre vers le reste à charge zéro sur les thèmes évoqués par le président Macron, à la fois sur l'optique, le dentaire et l'audioprothèse. Moi, je crois, on verra, mais je crois qu'il faut faire deux choses. Il faut à la fois agir sur le remboursement. Vous ne pouvez pas effacer ces 4 milliards 400 millions d'euros d'un trait de plume, mais il faut aussi agir sur les prix pratiqués. Alors, je vais venir sur un sujet, je sais que ça fâche un peu, mais moi, je suis à l'aise avec ça. Je vais prendre l'exemple de l'optique. Vous voyez, dans notre pays, vous avez globalement, je crois que c'est 11 000 points de vente, globalement. C'est à peu près autant de magasins d'optique qu'aux États-Unis. Premier point. Donc, quand vous êtes dans la situation du remboursement, vous vous demandez si vous remboursez l'équipement optique ou si vous remboursez le magasin. Premier point. Deuxième point, quand vous avez franchi le seuil, dans un certain nombre de grandes enseignes, on vous explique que la deuxième paire sera à 1 euro. Comme financeur, vous vous dites que la paire dont votre mutualiste a besoin, la première, probablement que vous ne l'avez pas payée au bon prix. Est-ce qu'on peut économiser 4 milliards avec tout ça, là ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas uniquement une question de remboursement. Il faut agir aussi sur les prix. Il faut agir sur les prix. Alors après, ce ne sera pas 4 milliards 4. Naturellement, c'est pour ça qu'il faut se mettre avec les acteurs. De quoi parle-t-on ? Sur quoi veut-on le reste à charge zéro sur ces postes-là ? Est-ce qu'on veut rembourser avec un reste à charge zéro un certain nombre de montures qui, par exemple, je reste sur le terrain de l'optique, sont fournies par des fabricants de luxe ? De quoi parle-t-on ? Donc il faudra d'une part définir, à mon avis, le panier où on veut aller vers le reste à charge zéro, et je crois qu'il faudra agir à la fois sur les remboursements et sur les prix. Je donne un ordre, ce sont des ordres de grandeur. 4 milliards 4, et encore une fois, ce ne sera pas 4 milliards 4. Si vous faites 15% de prix en moins, 15% d'augmentation de remboursement de la Sécu, 15% d'augmentation du remboursement des complémentaires, vous avez annulé globalement les 4 milliards 4. Mais faire croire que ce sera sans augmentation de cotisation des complémentaires, c'est pas possible. C'est une proposition. Ça me paraît pas possible. Et vous avez peut-être des réserves, non ? Vous pourrez peut-être utiliser vos réserves. La solvabilité. Alors, les contrats types, est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution ? Ce que propose quand même le président de la République. Non, moi, ce que j'entends à travers les contrats types, et c'est un vrai sujet, ce que j'entends, c'est une exigence de la part de nos concitoyens de plus grande lisibilité des contrats, de plus grande transparence. Là aussi, permettez-moi de dire qu'on nous appelle des complémentaires. Nous faisons le complément d'une nomenclature Sécu qui est elle-même complètement incompréhensible. Donc je note qu'on nous demande de rendre simple et lisible ce qui en amont est absolument incompréhensible et illisible. La nomenclature optique, si vous n'êtes pas docteur protection sociale, vous n'y comprenez rien. La consultation, je crois qu'une consultation pour un médecin, j'avais lu une fois qu'il y a plus de 90 manières de coter une consultation, selon que la population auquel vous adressez, selon le jour, selon le lieu, selon les majorations, etc., etc., etc. Avec la liberté tarifaire, on est incapable. On ne comprend plus rien. On est incapable de dire à l'avance. On est incapable de dire à l'avance à nos adhérents combien restera à sa charge. On n'en sait rien. Donc la lisibilité des contrats, vous pensez que c'est impossible ? Oui, non. Je dis qu'il faut y travailler parce que c'est attendu et c'est extrêmement important. Donc il faut y travailler. C'est dans l'intérêt des complémentaires, mais encore une fois, c'est tellement incompréhensible en amont au niveau de la Sécu que ça va être un sacré sujet. Deuxième élément sur les contrats types, moi je dis travaillons-y, mais encore une fois, soyons dans une vision large de ces contrats types. Vous savez, la demande aujourd'hui de nos adhérents, c'est... Alors je sais que certains voudraient enfermer ça sur le remboursement de la consultation, de l'optique, du dentaire, mais ils attendent aussi beaucoup de nous qu'on développe des actions de prévention, ils attendent de l'accompagnement et des services, ils attendent de l'orientation dans le système, donc ayons
une vision ambitieuse, j'allais dire, de ces contrats types. Et là, c'est intéressant d'y travailler. Alors, il y a 2 thèmes quand même pour le prochain quinquennat. C'est la prévention, vous l'avez dit. Là, le président de la République veut faire la révolution de la prévention avec les mutuelles. Et puis aussi les inégalités sociales en santé. Alors, sur ces 2 thèmes, est-ce que le financement, l'organisation du système, il faut avancer parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous proposez? Je complète qu'il a beaucoup évoqué également le handicap, notamment dans ce débat. Sa carte blanche. Permettez quand même de répondre à la question précédente de façon concise, je vais m'y employer, mais moi, quand j'écoute Thierry Baudet, je me dis, bah oui, effectivement, l'essentiel de ce qu'il a dit, moi je le partage. Ce que j'arrive toujours pas à comprendre, c'est pourquoi ça peut pas se faire avec que la sécurité sociale et pourquoi il faut les complémentaires. Et d'ailleurs, le résultat du système auquel on arrive, dans lequel les complémentaires sont associés très largement, notamment depuis la création de l'UNOCAM, a pas fondamentalement changé la donne. Donc voilà, j'ai une petite interrogation. Alors sur les contrats types, c'est une formule qui permet ou permettrait ou permettra, selon la façon dont ce sera fait, effectivement de favoriser la connaissance du système. Et donc ça, je pense que tout le monde ne peut qu'y être favorable. On peut se demander aussi, si on se projette éventuellement plus loin, si ce n'est pas un projet immédiat, si ce n'est pas une étape vers le projet que j'évoquais tout à l'heure. Parce que logiquement, quand vous avez des contrats... Vous lâchez rien, dit logiquement, quand vous avez des contrats types qui sont... C'est-à-dire, plus vous standardisez l'offre des complémentaires, ce qui a déjà été fait avec les contrats responsables et solidaires d'une certaine manière, plus vous la standardisez, plus la question du maintien d'un 2e étage se pose, parce que l'intérêt des complémentaires, si on est dans cette logique, et moi j'ai beaucoup d'amis qui le défendent bec et ongle et avec beaucoup de talent, c'est la liberté de choix, c'est le fait de pouvoir différencier, etc. Si on perd cette liberté de choix, à laquelle je n'adhère pas, parce que je pense qu'elle crée des inégalités sociales extrêmement fortes, et je vais y venir puisque c'est votre question sur les inégalités sociales, mais plus on fait des contrats types et plus on standardise la complémentaire, plus il est logique d'avoir un seul système et d'éviter les doublons et les frais de gestion que j'évoquais. Donc voilà, il faut bien voir que vous avez plusieurs évolutions possibles au-delà du projet avancé. Alors, sur les inégalités sociales... C'est un risque les contrats types sur l'avenir des complémentaires pour vous? Oui, non? Non, c'est pas un risque, mais encore une fois, c'est la vraie différence, je pense, entre Didier Tabuteau et moi. C'est la raison pour laquelle on vous a invité. Je suis un vrai militant de la Sécu, mais pensez encore une fois qu'une situation de monopole va régler une situation de monopole dans une vision nationale, alors que les questions d'accès aux soins, ça va se jouer dans la proximité des territoires, qu'il va falloir construire des solutions qui fonctionnent avec l'ensemble des acteurs. Tout ça se fera pas uniquement avec l'assurance maladie, ça se fera dans les territoires avec les maires d'abord, parce que quand il y a un problème, c'est les maires que vont voir les habitants. Ça se fera avec les maires, ça se fera avec les usagers, ça se fera avec les acteurs, dont les mutuelles. Et peut-être avec les médecins. Bien sûr, les compléments, bien sûr, les professionnels de santé d'abord. Juste un mot, parce que je reçois et j'assume l'idée du monopole pour des raisons de gestion, mais alors pas du tout l'idée de national. Alors moi, ça fait des années que je plaide pour qu'on déconcentre ou qu'on régionalise en partie le système de santé, en tout cas qu'on organise au plus près des territoires. Alors là, je crois que l'argument qui amalgame monopole et national est un faux argument. Et je vous avais posé la question en introduction, le nouveau président, vous le trouvez quoi? Décentralisateur, déconcentrateur? Votre opinion? J'attends de voir. Moi, c'est les politiques, on va savoir ça très prochainement, et donc je regarderai ça avec beaucoup d'attention. Alors, sur la prévention... Je reviens sur les inégalités sociales quand même. Oui. Pascal Morel. Non, sécurité sociale, qu'ils répondent. Et puis un peu tiers payant généralisable ou généralisé, vous nous expliquerez un peu ce vers quoi on va. Alors, prévention, inégalité, très rapidement, malheureusement. Alors, sur la politique de prévention, moi je crois que le 21e siècle doit être, ou sera, d'ailleurs je suis plutôt convaincu, sera le siècle de la prévention. Parce que les transformations de la médecine, les connaissances évoluent de sorte qu'on puisse se poser de plus en plus en amont à travers un certain nombre d'éléments, soit comportementaux, soit d'autres éléments que la médecine nous apporte. Et donc, je crois que miser fondamentalement sur la prévention, ça doit être la règle d'or des quinquennats à venir, pas simplement... On le dit depuis 40 ans, comment on fait concrètement pour le quinquennat? J'ai pas de doute. D'abord, en investissant sur le temps médical, parce que, ou le temps paramédical, ou tous ceux qui peuvent contribuer aux actions de prévention, parce que la prévention, ça doit sortir du champ strictement médical. Donc ça, on est sur quelque chose qui est un changement de conception de la vision. Et le financement peut aider.
Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que le médecin, le praticien, pour ne prendre que l'exemple médical, mais on pourrait en prendre d'autres, on pourrait prendre des actions de prévention qui ne passent pas par des professionnels de santé. Pour les financer aujourd'hui, c'est quand même extrêmement difficile. De nombreux médecins le font, mais ils le font quand même au détriment de leur revenu global. Il faut adapter la tarification comme le propose Emmanuel Macron. Il faut véritablement miser sur la prévention, et je crois que c'est une bonne chose. Sur les inégalités sociales, il y a un argument qu'on n'a pas évoqué depuis le début, qui est un argument très important, c'est que le financement des assurances complémentaires est par nature, c'est pas moi qui le dis, c'est Étienne Cagnard qui l'a dit il y a quelques mois dans un débat, est par nature plus inégalitaire que le financement de la sécurité sociale. C'est-à-dire que plus la part des complémentaires croît dans le financement de la santé, plus vous pénalisez nécessairement les personnes qui ont les revenus les plus modestes, les familles et les personnes qui sont les plus âgées. Et ça, c'est simplement parce qu'il y a une tarification en fonction du risque, même si ce n'est pas une tarification sur des questionnaires médicaux, c'est un autre sujet. Mais quand vous tarifez en fonction de l'âge, vous tarifez en fonction du risque. L'âge, c'est le premier déterminant de santé quand même. Donc, chaque fois que vous transférez 1 milliard comme le disait Thierry Baudet tout à l'heure, ça s'est fait depuis de nombreuses années, 1 milliard de dépenses qui étaient assurées par la Sécurité sociale en 1 milliard de dépenses assurées par les complémentaires, vous créez de l'inégalité sociale inévitable. D'autant, Thierry Baudet, qu'on vous accuse de n'être plus totalement, enfin pas toutes, mais pas toujours mutualistes. En tout cas, on dit que finalement plusieurs mutuelles, grandes mutuelles, se sont plutôt dirigées vers des comportements assurantiels et moins mutualistes. Mais quand même, tiers payant généralisable et généralisé, ça, il faut qu'on vous entende là-dessus. Et puis à Renaud Degas, à notre confrère Renaud Degas de Presse Info Plus, Renaud Degas qui est notre partenaire. Mais donc, juste après les réponses peut-être sur le tiers payant, si Renaud l'accepte. Prépare-toi. Donc, voilà, il se prépare, Renaud se prépare. Tiers payant, donc le président de la République, en même temps, il s'est dit qu'il fallait que ce soit généralisé et en même temps généralisable. Alors, quel est votre point de vue là-dessus ? Écoutez, moi c'est simple, au niveau de... Moi j'en fais pas un totem du tiers payant. Ni totem, ni tabou. Voilà. Ouais. Nous, on avait une obligation, les complémentaires, c'était d'être prêts au 1er janvier 2017. On s'est réunis entre tous. Vous étiez prêts au 1er janvier ? Bien sûr, on était prêts au 1er janvier 2017. Je pense que le système fonctionne, il faut encore l'améliorer, etc. La loi, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire que les complémentaires proposent, les professionnels de santé disposent. Moi, je vais vous dire quelque chose, ça s'imposera. Ça s'imposera parce que les Français et les patients le demanderont. Parce que ce sera perçu comme un facteur de modernité et que durablement, les professionnels de santé ne pourront pas laisser à penser qu'ils ne s'inscrivent pas dans ce qui sera perçu comme un phénomène de simplification et de modernité. Donc nous, il fallait qu'on propose des solutions, on les a proposées, et je vous le dis, ça s'imposera parce que les Français le demanderont. Le généralisé ou le généralisable? Je n'ai pas bien compris. Généralisable, manifestement. Généralisable, et je vous dis que les Français le demanderont. Didier Tabuteau et Renaud Degas viendront. Pour sa chronique. Sur le tiers payant. La première réponse, pour l'instant, on a un texte de loi qui généralise. S'il est généralisable, il faut donc modifier le texte. Moi, à titre personnel, je suis partisan d'un tiers payant qui est un droit de l'assuré social. Je crois qu'on devrait cocher, comme on choisit son médecin traitant, on devrait cocher tiers payant ou pas, selon les besoins de chacun. Et effectivement, ça conduirait, me semble-t-il, à terme, à ce que ce soit quasiment généralisé, pas forcément totalement, mais quasiment. Donc je rejoins assez calmer le jeu un peu avec les professionnels de santé. Oui, ça va leur faire plaisir, simplement. Si on les calme simplement avec la petite croix, je ne suis pas sûr que ça marche. Renaud Degas de Presse Info Plus. Un point de vue international. Oui, alors comme vous le savez peut-être, et vous l'avez tous noté et fêté, hier c'était la fête de l'Europe, donc le 9 mai, et surtout l'Europe a été très heureuse de saluer l'élection du président Macron, sauf que, vous l'aurez aussi noté, Jean-Claude Juncker, président de la Commission, a tout de suite dit « les Français dépensent trop d'argent et dépensent au mauvais endroit ». Alors, dans tout le débat qu'on vient d'avoir ici, est-ce que vous pensez, même si je sais bien que la protection sociale est du domaine réservé de l'État, mais est-ce que vous pensez que la pression européenne va avoir un impact, et si oui, de quelle manière et à quel endroit par rapport au financement de la sécurité sociale? Et puis il y a la deuxième question derrière, et là ça rejoint peut-être les problématiques évoquées par Didier Tabuteau, c'est est-ce que du coup
l'avenir de notre protection sociale, c'est pas aussi élargir en fait dans une Europe rénovée avec une Europe sociale et de santé, où rentreraient aussi au niveau européen les histoires de protection sociale. Alors l'Europe, le poids de l'Europe dans le social et la santé, Didier Tabuteau et ensuite Thierry Baudet. Est-ce que c'est une crainte ou est-ce que c'est un plus ? Est-ce que l'Europe va nous imposer de dépenser moins ? Non, mais le sujet en Europe, c'est le dynamisme économique du pays. C'est ça le sujet. Après, la façon dont on organise les solidarités, c'est une question nationale. Et donc, moi, personnellement, je crois que c'est ça la logique qui préside au texte. Tant que les textes européens ne sont pas changés, et je ne suis pas sûr qu'ils le soient, et surtout dans ce sens dans les années à venir, il faut rester sur cette logique, c'est-à-dire il faut effectivement donner le plus de dynamisme économique possible. Ça suppose un certain nombre de réformes, et un certain nombre sont annoncées. Et puis, pour les sécurités, je le disais, l'arbitrage entre les libertés et les sécurités, j'ai commencé mon propos par ça, hein, l'arbitrage entre les libertés et les sécurités, la façon dont les protections, notamment sociales, vont s'organiser, je crois que ça doit rester une question nationale dans l'Europe telle qu'elle est construite aujourd'hui. Thierry Baudet ? Parce qu'il y a un mouvement européen mutualiste. Non, assez peu. C'est-à-dire que les mutuelles françaises exercent assez peu à l'extérieur de leurs frontières. Il y avait eu une revendication pendant un temps de statut de mutuelle européenne. Moi, je pense que c'est pas un sujet majeur, la question du statut, qu'il y a des moyens d'agir. Moi, je suis pas un spécialiste et je veux pas utiliser cet argument-là pour encore une fois promouvoir le rôle des complémentaires. Mais il me semble que si à un moment donné on avait dans l'idée de tendre vers cette sécurité sociale universelle, ça poserait quand même une question sur le niveau des prélèvements obligatoires au niveau européen. Alors, il y a un sujet, Je peux ajouter juste une petite chose. Allez-y. Depuis que les complémentaires sont obligatoires dans les entreprises, je trouve que le statut des prélèvements liés aux complémentaires pose un vrai problème juridique et économique. C'est-à-dire qu'on est dans un statut hybride, comme toujours tout ce qu'on a fait jusqu'à présent sur ce secteur, et je pense que la question se posera un jour. Didier Tabuteau, notamment, l'idée de l'Europe, on voit bien qu'elle est souvent attaquée, hein, l'idée même, en réalité, d'Europe. Les Français ont voté pour l'Europe. Oui. Et effectivement, le président Macron s'est affiché comme très européen. Est-ce que finalement, ce n'est pas au travers du social et peut-être de la santé que nous pourrions nous redonner le goût de l'Europe ? Réponse des deux. Vous savez, moi comme mutualiste, hein, je suis un pragmatique, un acteur de terrain. Alors j'ai des expériences, par exemple, hein, entre la région des Ardennes et la Belgique. On a développé des systèmes qui permettent à des résidents français d'aller se soigner dans des établissements belges et de bénéficier du tiers payant. Et en retour, des Belges peuvent venir dans des établissements français et ils bénéficient aussi du tiers payant. Donc moi je crois, si vous voulez, il faut être concret. Ça se passe... voilà, il faut être concret. Moi, je crois au langage des actes et on essaie modestement, nous les mutuelles, à notre place, d'agir et de développer des projets européens. Mais il y a des cartes européennes de sécurité sociale quand on voyage en Europe. Il y a des cartes aussi européennes des mutuelles ou pas ? Non, il n'y a pas de carte européenne des mutuelles, mais naturellement, dans les garanties, dans les garanties des mutuelles, il y a des protections qui permettent les prises en charge à l'étranger. Ce qui est d'ailleurs tout à fait paradoxal, c'est qu'on arrive à faire à l'étranger des choses qu'on ne parvient pas à faire en France. Hein. Et pas le tiers payant, notamment de discuter parfois avec un certain nombre d'établissements hospitaliers, à Singapour, aux États-Unis ou ailleurs, des tarifs d'intervention. C'est étonnant de voir que, même si ce n'est pas notre sujet majeur, on parvient à l'étranger à avoir des dynamiques qui nous permettent d'être un acteur véritable et pas uniquement un financeur, beaucoup plus que ce que nous pouvons faire sur le territoire national. Sur l'Europe, Didier Tabuteau. Oui, je crois qu'il ne faut pas confondre deux choses. Il y a les conditions de libre circulation et la carte sécurité sociale ou protection sociale va dans ce sens et je crois que c'est une très bonne chose. Je ne veux pas non plus être en contradiction avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne peux pas plaider pour que la santé soit au niveau territorial, soit adaptée aux réalités de l'offre de soins, de l'approche socio-culturelle de chaque territoire qui peut être différente. Enfin, voilà. Il y a une volonté de mettre la politique de santé au plus près du terrain. Je ne vais pas dire que dans le même temps, il faut qu'on ait des grandes règles uniformes qui soient fixées pour l'ensemble des pays de l'Union. Il faut trouver le bon équilibre. Il y a des choses qui doivent être au niveau européen et il y a une bonne partie de la politique de santé qui doit être fondamentalement non seulement nationale mais territoriale. Il y a deux thèmes qu'on n'a pas abordés avec Pascal qu'on voulait aborder, c'est l'accès aux soins et l'innovation
l'innovation. Alors, est-ce que le financement peut favoriser l'accès aux soins? Il y a un vrai problème d'accès aux soins en France. Et l'innovation, est-ce qu'on peut mieux financer l'innovation pour mieux l'utiliser? On voulait interroger notamment Thierry Baudet sur la question des data, la question des bases de données. Absolument, qui fait partie de l'innovation. Alors, qui commence? Accès aux soins, innovation. Est-ce que vous voulez créer des centres de santé pour favoriser l'accès? Il y a un vrai problème d'accès aux soins. Alors, et qu'est-ce que fait la mutualité? Qu'est-ce que font les complémentaires santé pour favoriser l'accès aux soins? Ce seront les avant-dernières questions, l'antépénultième. Écoutez, je vais vous donner un exemple concret, ce qu'on fait concrètement. À Laval, pardon, je ne suis pas sûr des chiffres, mais je suis sûr des ordres de grandeur. Je pense qu'au cours des 5 dernières années, le nombre de médecins généralistes a été divisé par 2. 3 ou 5 000 Lavallois sans médecin traitant. Naturellement, c'est vers le maire que se sont tournés les habitants. Le maire, il a essayé de voir ce qu'il pouvait faire. Qui n'est pas médecin. Qui n'est pas médecin. Il a travaillé avec les médecins, avec l'ordre. Il a réuni des médecins retraités qui ont dit « Nous, on veut bien donner un coup de main, mais on ne veut pas se retrouver, on ne veut pas reprendre une activité à temps plein. » Il y a eu un travail avec l'université. Il y a un certain nombre d'internes qui vont venir travailler avec ces médecins. Et qu'est-ce qu'a fait la mutualité? Qu'a fait la mutualité? Ils ont dit « Mais comment on va organiser tout ça? Comment on va mettre tout ça en musique ?» Et en l'occurrence, les médecins retraités, parce que c'était leur choix, ils ont dit « On ne veut plus être en exercice libéral, on est là pour accompagner pendant un moment. » Ils sont venus voir la mutualité, on les a aidés à monter la structure et aujourd'hui on gère le centre de santé selon les modalités qu'ont choisi les professionnels de santé. Ça, c'est quelque chose de très, très, très concret. Et partout, je peux vous dire que partout sur les territoires, aujourd'hui, les maires viennent nous trouver pour nous aider à accompagner les professionnels de santé pour favoriser et faciliter leur exercice. Je veux dire ça parce que c'est très important. La mutualité, vous savez, je pense qu'il faut qu'on construise des relations beaucoup plus apaisées qu'elles n'ont pu l'être avec les professionnels de santé. Et moi, je crois que la mutualité peut aider les professionnels de santé à mieux concilier exercice libéral et intérêt général. Et qu'est-ce que vous répondez, le président de la mutualité, que répond le président de la mutualité quand on lui dit que les mutuelles sont de moins en moins mutualistes et de plus en plus assurantielles? Est-ce que c'est vrai? On vous voit des investissements dans des pays étrangers. Est-ce que vous perdez votre âme? Est-ce que vous perdez votre âme? Non, De grands groupes, vous construisez des gigantesques vous devenez des assureurs comme les autres, on vous en fait le reproche. Non, mais vous savez, on a un enjeu en mutualité. Il paraît que vous investissez en Chine. Oui, mais la force de la mutualité, c'est la proximité. C'est le lien fort que nous avons avec nos adhérents. Vous avez parlé de prévention. Et d'ailleurs, ce lien fort, c'est ce qui fait que sur un certain nombre de sujets, nous sommes, j'en suis convaincu, plus pertinent pour développer des actions de prévention que l'assurance maladie obligatoire. Pas parce qu'on est plus malin, mais parce que l'assurance maladie obligatoire, c'est le régime général. Et moi, vous a demandé le président de la République. Je connais une grande institution de prévoyance qui a fait de l'entreprise un territoire de santé. Malakoff Médéric. Exactement. Et je dis ça, c'était un clin d'œil pour Guillaume. Et naturellement, parce que vous vous adressez à une population, j'allais dire, à une population identifiée, vous pouvez développer des actions de prévention adaptées. Et donc pour les mutuelles, l'idée, il faut gagner en taille. Aujourd'hui, il faut gagner en taille pour les raisons qu'on a évoquées. Parce qu'il faut faire des investissements considérables. Vous ne perdrez pas votre âme. Le global et le local. Les data dont vous avez parlé, c'est un sujet majeur. Le numérique, c'est un sujet majeur. Il faut des investissements considérables. Notre enjeu, c'est de gagner en taille sans perdre en proximité. Il faut qu'on se termine. Didier Tabuteau, votre réponse et puis une petite conclusion de chacun sur le prochain quinquennat. Donc, accès aux soins. Moi, ce que vient de décrire Thierry Baudet à Laval, je pense que c'est l'avenir de la mutualité. L'avenir de la mutualité, c'est de participer à la structuration de l'offre de soins. Mais pour ça, il ne faut pas être financeur. C'est-à-dire qu'il faut bien séparer les activités du livre 2 et du livre 3. Il faut effectivement, la mutualité a une capacité à développer de l'offre de soins, de l'offre de prévention qui est absolument évidente et reconnue. Mais avec quels moyens si elle n'a pas les... Attendez, aujourd'hui, en vertu des textes européens, il y a une étanchéité entre les deux fonctions. Donc on ne m'explique pas que c'est les fonctions d'assureurs qui financent les fonctions des actions sanitaires, médico-sociales qui sont déployées sur le terrain. Donc je crois que l'idée qu'il puisse y avoir un développement
développement de la mutualité est un avenir, ça j'ai aucun doute. La seule chose que je dis, c'est que sur le terrain assurantiel, cet avenir, compte tenu des règles de la concurrence qui font que quand on est en situation de concurrence, et c'est normal, il faut jouer le jeu de la concurrence, les mutuelles sur ce terrain-là, sur cette activité-là qui est bien sécable, vont devenir des assureurs comme les autres, d'où la proposition qui a été évoquée. Pascal, il faut qu'on termine malheureusement. Un petit mot de conclusion sur qu'est-ce que vous attendez du prochain quinquennat, toujours dans le financement, l'organisation du système de soins, Thierry Baudet, en 10 secondes. Qu'il fasse confiance aux acteurs. Et notamment, ça, c'est un peu facile quand même. Non, c'est pas facile. Et je pense que les acteurs ont des intérêts convergents. Mon dernier mot, j'ai envie de dire, sera pour les professionnels de santé, pour les médecins. Vous savez, quand les tarifs de la Sécu sont déconnectés de la réalité des prix pratiqués, d'une certaine manière, c'est la Sécu elle-même qui peut devenir un peu fictive. Et moi, je suis convaincu que pour des raisons budgétaires, il y a un certain nombre de prix, d'actes qui ne sont pas valorisés à leur juste prix. Si on a des capacités de dialogue entre professionnels de santé et complémentaires, entre professionnels de santé et mutualité, pour des prises en charge au bon niveau, pour imaginer, j'allais dire, des financements innovants, hein, par exemple, pour décloisonner la ville et l'hôpital. Et je suis convaincu qu'on a vraiment beaucoup intérêt à travailler ensemble. Vous pensez que le président Macron va arriver à économiser 15 milliards d'euros? Ça vous paraît jouable, l'un et l'autre? Moi, ça va pas être simple, parce que il me semble que Didier Tabuteau sait ça mieux que moi, mais il me semble que la dérive naturelle des coûts de santé, on doit être entre 3,5 et 4%. Non, mais on économise chaque année des milliards de toute façon. Oui, sur l'évolution naturelle. Oui, mais écoutez, on arrive un peu au bout. Je crois que vous savez, quand on prend les tiroirs à la fin, je crois, sur le médicament, on l'a fait, sur les honoraires, on voit où nous en sommes. Moi, je pense que les dépenses de santé vont augmenter et que c'est heureux, parce que n'oublions pas qu'on vit plus longtemps, mais qu'on vit aussi plus longtemps en bonne santé. Donc, avec un ONDAM à 2,3, comme annoncé par le président de la République, c'est plutôt confortable, on va dire, entre guillemets. Moi, je pense que ce sera difficile, hein, un ONDAM à 2,3. Quand je vous dis la dérive des dépenses de santé, elle est plus importante. Didier Tabuteau, conclusion. Non, moi, conclusion, prévention, égalité d'accès aux soins, sécurité sociale. Je pense que c'est un beau triptyque pour les années qui viennent. Alors ensuite, sur un plan financier, oui, les dépenses de santé, si elles sont efficientes, sont des bonnes dépenses pour un pays. Donc je crois qu'il ne faut pas en avoir peur par principe. Ça n'a pas de sens. Ce qui pose problème, c'est les dépenses inefficientes ou les dépenses qui ne correspondent pas, qui ne répondent pas aux besoins de prévention ou de soins. Alors après, sur les chiffres, moi j'ai du mal à me projeter quand on a un univers économique aussi changeant. Donc je crois qu'il faut partir sur des objectifs de maîtrise des dépenses, parce que la maîtrise des dépenses, c'est l'élément, sans doute un des éléments majeurs pour renforcer l'efficience du système. Je crois qu'il ne faut surtout pas se dire que l'absence de maîtrise serait vertueuse. En revanche, il faut savoir l'adapter en fonction des circonstances. Je pense que ça, c'est la règle pour toutes les équipes politiques. Intelligence et sentiment, comme disait Madame de Staël. Merci Pascal. Vous avez terminé avec vos dossiers, Monsieur Leduc. Vous aviez beaucoup de dossiers. Beaucoup de fiches. Merci Didier Tabuteau, merci Thierry Baudet. On remercie très sincèrement celles et ceux qui ont suivi ces débats, et en particulier le docteur François Pelaine de Point Vision et Pierre Lédéric, nos partenaires de Pasteur Mutualité. On a un prochain rendez-vous. Alors ça sera le 20 juin avec le président national de l'Ordre des médecins, Patrick Bouet. Et on remercie Philippe Leduc. Et Pascal Morel, merci. Et on remercie Renaud Degas, on remercie également Françoise Millet, Pierre Denis, et on remercie également les équipes de technique, et notamment Wilfried et Frédéric Robin, et j'ai cité Pierre Denis. On se retrouve donc même lieu le 20 juin avec Thierry Baudet. Voilà. Non. Non, c'était une blague. Président, c'était Patrick Bouet. Voilà. Merci à vous, bon retour, bonne journée, à bientôt.